Ça va, Philippe? Très bien, oui. Je vais en profiter pour débroussailler mon micro. Bonjour à toutes et tous. On va attendre 2-3 minutes. Je vois que tous les participants sont en train d'arriver. Et puis Marc Rousseau, directeur général adjoint d'Ascoria, prendra la parole pour introduire la conférence de Philippe Lié. Voilà, Marion, vous devez avoir le nombre de personnes qui arrivent. Oui, on a effectivement plus d'une trentaine de personnes qui sont déjà là. Je pense qu'on peut, qui attendaient sans doute en salle d'attente. Je pense on peut démarrer dès que vous êtes prêt, Marc. Ah, ben moi, je suis prêt et surtout, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. euh, à tous partenaires de la saison des expérimentations et innovations solidaires, saison donc des expérimentations et innovations solidaires, un changement de nom qui est important puisqu'il nous inscrit dans la durée. Euh, ce nom vient véritablement marquer notre adaptation, la capacité d'adaptation des équipes à une situation très particulière, celle que tout le monde connaît. Et nous avons transformé un salon en saison. Alors, je voudrais remercier bien sûr tous ceux d'entre vous qui êtes présents. Euh, les membres du comité d'orientation du campus des solidarités, tout d'abord, les administrateurs d'Ascoria, nos partenaires de la Grande École des solidarités, Sciences Po Rennes, Rennes 2, l'EHESP, qui ont pu nous rejoindre, les équipes d'Ascoria et les étudiants et les stagiaires, bien sûr, qui vont profiter ce soir de cette conférence. Je voudrais adresser un remerciement particulier pour commencer aux membres du comité d'orientation du campus des solidarités. Le campus des solidarités, c'est véritablement l'expression très ouverte d'une dynamique partenariale qui vise cette mise en expérimentation d'innovation qui concerne les solidarités. Je voudrais citer les noms de ceux qui, dans l'ombre évidemment, sont dans l'impulsion et la sécurisation des projets qui sont permis pour le campus et pour nos équipes. Alors, je remercie bien évidemment Luc Vivier, qui est le président d'Ascoria, Arnold Magdelaine, qui est son vice-président, et Mireille Massot, qui fait partie du comité d'orientation du campus et qui est également administratrice d'Ascoria. Je voudrais remercier Angélique Buffet de France Active Bretagne, Jérôme Hainaut de Rennes 2, Alain Gilloire, Martine Le Ténaf, Valérie Lecomte-Tribéou donc du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Alain Gilloire en est son directeur général des services. Le réseau des TAG Bretagne, Roland Janvier, président du CRTS de Bretagne, Georges-Éric Leroux, qui est le délégué territorial de l'OPCO des entreprises de proximité, Christian Auger de la CRES, Anne Pateau et bien évidemment tous ceux qui sont autour de ce comité d'orientation. Je voudrais un grand merci à Marc Kempf, qui est le DG d'Ascoria, qui porte avec un enthousiasme sans limite tous ces projets. Et bien sûr, je remercie tout particulièrement l'équipe du campus. J'ai nommé Marion Eslinger et Marine Simon, que vous connaissez, je crois, parfaitement bien. Alors ce soir, nous sommes réunis autour de Philippe Liette. Alors Philippe est un sociologue réputé. Il est grand spécialiste des recherches actions collaboratives et très grand connaisseur des transactions partenariales, les transactions partenariales qui caractérisent le fourmillement des actions de solidarité. Il va ce soir nous éclairer sur la période de bouleversement que nous vivons et nous le remercions d'avoir accepté de relever ce défi particulier d'une conférence qui se situe sur un mode que l'on connaît maintenant, qui devait normalement être réalisé en présentiel lors de l'ouverture de notre salon et qui surtout s'appuie sur
un contexte très particulier puisque nous avons sollicité Philippe pour vous interroger, pour interroger nos partenaires de la saison des expérimentations et innovations solidaires sur ce que le confinement de ce printemps avait pu provoquer dans les structures respectives, dans vos structures respectives. Et vous avez été très nombreux à répondre présents à cette sollicitation. Alors, parmi les questions auxquelles Philippe va essayer de répondre, ou va répondre d'ailleurs, et il ne fera pas qu'essayer, on pourrait déjà citer celle de la possible ou difficile invention permanente, et celle aussi, la question de la pérennité de ces innovations en temps de crise quand une nouvelle normalité est en train de s'installer. Voilà, je vais laisser la parole bien sûr à Philippe. Pendant la conférence, vous avez la possibilité de réagir ou de nous poser des questions sur le chat. Un temps d'échange d'une quinzaine de minutes est prévu à l'issue de la conférence et Marion et Marine se chargeront d'animer ce temps pour permettre à Philippe de répondre à quelques questions. Encore un mot, la conférence est filmée. Elle sera accessible sur notre site dès demain. Je vous souhaite donc une très bonne conférence et à très bientôt. Philippe. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je suis heureux de participer avec cette conférence distancielle au lancement de la saison des expérimentations, de la saison des expérimentations et des innovations solidaires 2021. Sa transformation de salon et saison, comme Marc Rousseau l'a dit, est en soi révélatrice des bouleversements considérables que nous connaissons dans cette année 2020 hors norme, éprouvante à bien des titres, en ce qu'elle vient éprouver la résilience de nos sociétés et notre capacité à adapter, sinon réinventer, nos modèles d'action et d'organisation. La crise sanitaire et le confinement du premier semestre et le retour de celui-ci ont bousculé et bousculent nombre de nos certitudes et ont ébranlé nos organisations sociales, politiques, économiques. Des hiérarchies bien établies depuis une cinquantaine d'années, voire plus, ont été remises en cause. Les critères de bonne gestion semblent passer bien après la santé, le prendre soin. Les premiers de corvée, comme on a pris l'habitude de les appeler, ont été valorisés en lieu et place des premiers de cordée, même si cette valorisation dans les mots semble avoir des difficultés à se traduire dans les faits, pour certains d'entre eux au moins pour l'instant. Ces ébranlements et ces remises en cause ont été tels que beaucoup, le président de la République française au premier chef, considèrent que nous avons l'impérieux devoir d'en tirer des leçons pour nous réinventer, afin de construire ce qu'on s'est mis à nommer le monde d'après. Mais les acteurs de nos sociétés ont-ils attendu qu'advienne le monde d'après pour se réinventer, ou tout au moins tenter de le faire? Une observation superficielle des initiatives de nombre d'entre nous, laisse penser que de nombreuses tentatives de réinvention caractérisent les réactions des acteurs sociaux à cette crise. Beaucoup, on le verra plus loin, témoignent que la crise sanitaire et le confinement les ont à la fois empêchés de réaliser certaines dimensions de leurs projets, mais qu'ils ont aussi ouvert de nouveaux possibles. Il naît de ce constat l'espoir de pouvoir innover en hybridant les meilleurs aspects des pratiques, notamment celles qui se développaient habituellement en présentiel et celles qui sont apparues en distanciel. Plusieurs questions se posent alors. Ce qui a fonctionné en situation de crise est-il adapté quand une nouvelle normalité s'installe? L'énergie considérable développée pour faire face à cette situation hors norme peut-elle être mobilisée de manière durable? Ces questions prennent une importance particulière avec le reconfinement, où il semble que l'on observe une certaine lassitude quand il faut à nouveau reproduire les attitudes exceptionnelles qui ont caractérisé le premier confinement. Ces questions se posent d'autant plus que la littérature sur le sujet, par exemple les travaux de Norbert Alter sur les innovations, que je reprendrai dans mon propos, la littérature nous apprend qu'installer des inventions dans un nouveau modèle d'action ne se décrète pas, que les pratiques inventives ne se transfèrent pas et ne se reproduisent pas simplement. Cela suppose
qu'une stratégie d'animation de l'innovation se mette en place pour permettre l'adaptation des inventions dans un contexte différent que celui de leur émergence. Je vais maintenant vous présenter le plan de mon intervention. Alors, si ça veut bien marcher, je ne sais pas pourquoi je n'y arrive pas. Non, en tout cas, je voulais vous présenter une diapositive avec le plan de mon intervention. Je vais essayer comme ça. On va voir si ça marche. Ça marchait tout à l'heure. Si je lance la diapo, que se passe-t-il? C'est bon, ça marche. Donc, on est bon pour nous, c'est partagé. Oui, voilà, c'est l'ancien diaporama. Donc, c'est bon. On y va. Oh là, il ne veut pas. Voilà. C'est bon. Donc, le plan, voilà. Excusez-nous pour ce petit ajustement technique de démarrage de la conférence. Donc, tout d'abord, dans cette intervention, je vous présenterai la méthode de construction de cette conférence. Dans un deuxième point, je montrerai que des initiatives convergentes caractérisent la réaction des acteurs à la situation de crise sanitaire et de confinement. Troisièmement, j'analyserai ces initiatives comme une enquête pragmatiste généralisée. Je veux signifier par cette expression qui fait référence aux apports du philosophe pragmatiste John Dewey que face aux défis de la crise sanitaire et du confinement, les acteurs ont tenté de manière très pragmatique de nouvelles façons de faire dans un mouvement très général. Quatrièmement, j'identifierai les limites de l'extrapolation d'initiatives exceptionnelles quand la situation retrouve une nouvelle normalité. Cinquièmement, j'interrogerai les enjeux éthiques et politiques de l'innovation. Puis enfin, sixièmement, je montrerai qu'il n'y a pas d'innovation sans transaction sociale, c'est-à-dire sans processus conduisant à ce que les acteurs sociaux transigent entre des options diverses, voire paradoxales. Alors tout d'abord, premier élément, comment est-ce que cette conférence a été construite? Pour construire cette conférence et fonder mes propos à minima, nous avons convenu avec les organisatrices, Marion Eslinger et Marine Simon, de la méthode suivante. Nous avons réalisé une mini-enquête exploratoire auprès des organisations qui contribuent à la saison des expérimentations et des innovations solidaires 2021 pour dépasser les seules impressions avec un questionnaire ouvert qui nous a été retourné courant septembre. La question posée était la suivante: qu'est-ce que la période Covid-19 a empêché ou fait naître chez vous comme questionnement ou chantier de travail principal? Et on proposait une liste non limitative: création ou modification d'un projet, changement des relations de travail, lien avec les publics et ou les bénévoles, dynamique de réseau, modification de vos pratiques professionnelles, etc. 10 structures représentant des domaines d'action et des statuts très divers ont participé. Donc, je vais donc repartager à nouveau mon écran. Donc, vous avez compris que ça prenait un petit peu de temps. Voilà, le temps que ça se mette en place. Est-ce que, voilà, donc l'écran, je pensais partager maintenant. Ah là là. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas? Voilà. Bien, voilà. Donc, j'en arrive aux organisations ayant répondu à l'enquête. Donc, vous pouvez découvrir une présentation un peu détaillée de ces organisations. Je ne fais que les lister. La Fondation La France s'engage, Thomé Josette, Proxité, le Conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, Z-Lab, La Soupape, Tout à Tout, Up Intérim, Rendez-vous Nomade et Codroid 21, qui est moins une organisation en fait qu'un jeu en ligne mis en place par une organisation pour comprendre la pandémie. Deuxième élément de la méthode qui a été présenté pour essayer de situer les résultats de cette enquête par rapport à d'autres points de vue, d'autres analyses. Je suis allé rechercher un certain nombre de résultats d'enquête pour croiser les données, vérifier la pertinence de notre échantillonnage. Beaucoup d'enquêtes sont actuellement en cours, il y a peu de résultats qui sont publiés, et ceux qui le sont portent souvent sur le premier mois du confinement du premier semestre 2020. Dans l'ensemble des publications d'enquête que j'ai consultées, 3 documents ont retenu mon attention. Un premier rapport de la Haute Autorité de Santé, vous pouvez découvrir le titre de ce rapport. Un deuxième rapport, celui du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie,
Et puis enfin, un rapport d'un observatoire francilien, l'observatoire Covid-19 éthique et société de l'espace éthique de la région Île-de-France, mais en fait sur une enquête nationale dans les organisations qui prennent en charge les situations de handicap en établissement ou à domicile. Ce qui est intéressant, c'est que ces trois documents, les analyses présentées par ces trois documents, les résultats des enquêtes qui ont été menées, rejoignent les principaux résultats de notre micro-enquête qualitative. Et puis, j'aimerais signaler également une autre enquête sur laquelle j'aurais aimé m'appuyer, mais elle ne sera en fait présentée que demain. C'est l'enquête conduite par le Comité régional du travail social de Bretagne, qui est réalisée par le Centre de recherche d'Ascoria. Elle sera présentée dans un webinaire demain de 10h à midi. Le webinaire s'intitule « Les effets Covid-19 sur la relation professionnelle usagée ». Et je crois que vous avez jusqu'à ce soir pour vous inscrire sur le site du CRTS si vous voulez prendre connaissance des résultats de cette enquête. Et puis enfin, l'ensemble de ces données a été croisé avec les analyses et les concepts proposés par quelques auteurs de référence que vous découvrirez en cours de texte. Ces différents éléments permettent d'identifier des questions puisqu'ils ne conduisent à formuler des analyses consolidées, ni même des hypothèses explicatives, car les données sont trop fragmentaires. Cette conférence consistera donc en un exercice de problématisation de ce qui s'est passé et de ce qui pourrait se passer après la crise sanitaire. Alors, tout d'abord, premier élément d'analyse, on peut noter, dans ce dont témoignent les acteurs dans la micro-enquête que nous avons menée, une adaptation rapide et générale des pratiques des organisations face à l'accentuation de l'isolement de certains publics et devant la réduction, la suspension ou l'arrêt des accompagnements habituels. Je vous propose quelques exemples dans quelques-unes des structures ayant répondu. Je ne les citerai pas toutes, mais toutes sont concernées. Cela se manifeste d'abord dans certaines structures par un passage rapide au distanciel. Ainsi, au conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, je les cite, le déploiement de Skype s'est fait à distance en 5 jours. C'est ce qui nous a permis de répondre aux besoins de nos usagers. Cela prend également la forme d'initiatives pour aller vers les publics aidés ou accompagnés en distanciel. À proximité, cela est passé, je les cite, par la recherche et l'envoi de nouvelles ressources pédagogiques et une nouvelle manière d'accompagner les binômes via notamment une mobilisation à distance pour les encourager à maintenir le lien. C'est ainsi que près de 80% de nos binômes ont poursuivi leur relation. La soupape témoigne que, je les cite, la période de Covid nous a très rapidement amenés à lancer une action que nous n'aurions sans doute pas faite autrement, l'ouverture d'une ligne d'écoute téléphonique pour les encourager à maintenir le lien. Pardon, j'ai fait une erreur dans l'ouverture d'une ligne d'écoute téléphonique au service de la population du territoire afin d'apporter un soutien aux personnes en difficulté dans ce contexte. Pour Up Intérim, je les cite, cette période nous a permis de créer des liens avec les premiers intérimaires en prenant de leurs nouvelles régulièrement. Notre activité a été stoppée, mais nous avons appris sur la période d'activité partielle à travailler d'une autre manière, conférence téléphonique, visioconférence. Cela a conduit à une approche nouvelle du travail, différenciante et formatrice. Enfin, à Rendez-vous Nomade, je les cite, nous étions un ou deux professionnels de l'insertion ou des RH à nous connecter via visioconférence ou téléphone avec un jeune pour l'aider à continuer un projet entrepris, valoriser ses missions au service civique, ses compétences acquises, ses atouts pour définir des projets professionnels, alternance, stage, emploi, formation, partenariat, et organiser ses démarches, partage d'infos, de réseau pro. Cette expérience a permis également à Rendez-vous Nomade de réellement aller vers, en prenant le temps d'étudier le dossier de chacun, en se mettant entièrement à disposition du jeune pendant 1 heure de chez soi. Ces initiatives se retrouvent de manière plus générale, comme le confirment les rapports. Ainsi, le rapport du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie souligne, je cite, la forte implication des acteurs, leur aptitude à réinterroger les pratiques ainsi que leur réactivité. Il note que les professionnels ont eu à faire face dans un temps très court à de nombreuses réorganisations de leur temps de travail, de leur poste de travail, télétravail, et au redéploiement vers d'autres unités. Ils ont dû s'adapter à de nouvelles modalités de travail pour organiser le suivi à distance, maîtrise de l'outil informatique, mobilité, etc.
Le rapport de l'Observatoire Covid-19 de la région Île-de-France note que, je cite, dans les 3/4 des contextes d'exercice ou d'intervention, une compensation de l'interdiction des visites par le recours à la technologie, la mise en place de visioconférences a déjà été initiée ou va être initiée. Enfin, le rapport de la Haute Autorité de Santé établit une liste des initiatives: organisation de conférences téléphoniques ou de visio permettant aux personnes d'échanger, consultation de psychologues à distance, par téléphone ou en vidéo, organisation d'échanges réguliers, téléphone ou visioconférence, afin d'évaluer ou réajuster les plans personnalisés d'accompagnement Covid, mise en place d'une plateforme de récits de confinement, déconfinement, expériences vécues pour maintenir un lien social entre des personnes accompagnées et les professionnels, ainsi qu'une initiative plus marginale, mise en place d'une équipe mobile pour rendre visite aux personnes accompagnées, échanger avec elles, découvrir leur lieu de vie, avec le matériel de protection adapté et le respect des gestes barrières. Dans un troisième point, je vous propose de comprendre ces processus comme correspondant à une enquête pragmatiste généralisée. Tout d'abord, constatons que ces nombreuses initiatives convergentes correspondent à un grand classique. Quand des acteurs sont empêchés de faire leur travail en raison soit de contraintes, soit d'événements exceptionnels, ou quand leur routine ne fonctionne plus, ils tentent des pratiques alternatives pour faire leur travail d'une façon qui répond à leurs yeux aux enjeux de la situation. Ces pratiques alternatives sont souvent l'occasion de surprises, de découvertes d'effets ou de processus auxquels les acteurs ne s'attendaient pas, qui les amènent à envisager autrement la conduite de leurs actions. 2 organisations rendent compte de ce phénomène dans la micro-enquête que nous avons menée. Tout d'abord, la Fondation La France s'engage découvre des effets inattendus prometteurs. Je cite: l'accompagnement proposé reposait pour partie sur l'organisation de sessions et d'ateliers collectifs. Organisés habituellement au format présentiel, nous avons dû repenser ces sessions au format distanciel. Le passage au format distanciel a permis de tester des formats plus courts et morcelés, exclusivement en ligne, ainsi que la mise en place d'un enregistrement systématique de ces sessions, permettant de les revisionner a posteriori. Le format dématérialisé a permis de toucher plus largement notre communauté de lauréats et notamment de stimuler la participation de structures éloignées de Paris. Nos sessions présentielles y sont organisées. De même que de stimuler la participation d'un plus grand nombre de salariés par structure. Fin de citation. Forte de cet enseignement, la Fondation La France s'engage imagine d'hybrider à l'avenir les formats présentiels et distanciels. De son côté, le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine témoigne que, je cite, les autorités avaient alerté sur les risques accrus de violences familiales. Les travailleurs sociaux ont passé beaucoup de temps au téléphone avec les enfants, les parents et les familles d'accueil, souvent des entretiens très longs où ils se disaient davantage de choses que d'habitude. Ce constat rejoint celui partagé pendant le confinement par des psychanalystes, particulièrement attachés à la relation en présentiel. Des conversations téléphoniques pour ne pas rompre le lien avec des patients pendant le premier confinement leur ont permis de prendre conscience que le distanciel permet d'aborder des questions qui n'avaient jamais été évoquées auparavant. L'écran fait écran, comme on le dit parfois, le téléphone aussi, mais ils autorisent peut-être des relations qui ne peuvent se développer en présentiel. On peut recourir ici à la métaphore du paravent, derrière lequel il est peut-être plus facile de se mettre à nu. Ces apprentissages de possibles qui se découvrent en train de se faire participent d'un processus qu'à la suite du philosophe pragmatiste américain du début du XXe siècle, John Dewey, on appelle l'enquête pragmatiste. Les acteurs tentent des initiatives par essai-erreur. Dans le vocabulaire de Dewey, on dit qu'ils mènent l'enquête afin de découvrir ce qui marche dans le nouveau contexte. Mais souvent, cette difficulté ou cette impossibilité de faire son travail est perçue par les acteurs directement concernés, mais pas par d'autres, et notamment leurs responsables, qui, parfois, n'entendent pas leurs subordonnés quand ils évoquent cette impossibilité. Cela a pour conséquence le développement de pratiques clandestines,
dont la littérature regorge d'exemples. Michel Crozier appelait ces pratiques clandestines la maîtrise de leur zone d'incertitude par les acteurs. Avec Yvette Molina, nous avons montré dans un article paru dans la revue en ligne Sociologie comment cela se passait pour des assistantes de services sociaux de collectivités d'Île-de-France. Or, dans la situation de crise sanitaire que nous connaissons, il y a 3 nouveautés dans ce contexte exceptionnel. Premièrement, les initiatives prises par les acteurs, les adaptations apportées à leurs pratiques habituelles sont légitimes, elles sont même attendues, et ce sont les institutions, les associations, les entreprises, les réseaux qui s'organisent pour inventer des manières renouvelées de conduire leurs actions. Et pas seulement les intervenants de terrain, parce qu'il semble évident pour tout le monde qu'il n'est pas possible de continuer d'agir comme avant. Deuxièmement, comme je l'ai déjà dit, les premiers de corvée ont été valorisés, comme ils n'ont sans doute jamais été. Et troisièmement, tout le monde, ou presque, a dû se réinventer et donc a été rendu sensible à cette mise en valeur des inventions, qui créait une culture partagée qui prenait sens. Chacun à sa place faisait partie de cette aventure qui, pour la première fois peut-être depuis la Deuxième Guerre mondiale, a embarqué dans une épreuve commune la population française et au-delà. Nous avons donc été dans un moment exceptionnel où nos singularités respectives se sont fondues provisoirement dans un commun et ont conduit les acteurs à construire des espaces de partage, de concertation, de coordination. Tout d'abord, les 10 organisations qui ont répondu témoignent d'un mouvement unanime qui semble avoir embarqué les acteurs de ces structures ou réseaux, ou, comme le disent les sociologues de l'école de la traduction, qui les a enrôlés dans de nouveaux rôles qui ont pris sens. Cela a été vrai à l'interne des organisations, mais ce qui caractérise aussi les initiatives prises pendant cette période, c'est la mobilisation en réseau. Rendez-vous Nomade nous dit ainsi qu'ils ont, je cite, débriefé avec d'autres professionnels sur leurs ressentis, méthodes et retours. Et la soupape témoigne que, je cite, cette action a amené une collaboration très importante et réactive des différents partenaires que nous avons, notamment Aide sociale à l'enfance, Éducation nationale, Centre social et psychiatrie, que ce soit pour la communication autour de cette ligne, que pour le relais dans un sens ou dans l'autre de personnes en situation de fragilité. Le travail en réseau a été très efficace sur ce projet et du coup, les soutiens ont été vite proposés et mis en place pour les familles, surtout là encore lorsqu'il y avait des enfants. Les rapports que j'ai consultés confirment cette mobilisation en réseau dans d'autres régions. Le rapport de la Haute Autorité de Santé évoque ainsi, je cite, la création de plateformes d'échange, de groupes de discussion entre professionnels sur les réseaux sociaux pour échanger des informations et des bonnes pratiques, et sur les territoires, l'organisation d'échanges réguliers entre directeurs de structures, cadres, par réunion téléphonique et ou visio. Le rapport du délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, quant à lui, nous informe que, je cite, la gestion de cette crise a vu se mettre en place une coopération et une solidarité entre équipes de soins, direction, services d'hygiène et agences régionales de santé, quasi unanimement saluées. De façon indirecte, cette crise a permis le brassage des pratiques et la mise en relation de professionnels qui ne se connaissaient pas. En résumé, dans un contexte exceptionnel, la mobilisation a été collective et a conduit de nombreux acteurs à adapter leurs pratiques de manière pragmatique aux enjeux émergents de la crise sanitaire, sans toujours mesurer ce que cela transformait. Le fait que beaucoup ont contribué à ces initiatives et que des possibles inattendus ont été repérés, peut-il conduire à envisager de pérenniser ces pratiques renouvelées? Ça mène à mon 4e point, les limites de l'extrapolation d'initiatives exceptionnelles. La prise en compte de la littérature invite à prendre garde, à ne pas tirer trop vite des leçons, à ne pas extrapoler trop vite et imaginer l'avenir à partir de ce qui s'est passé pendant l'épisode du confinement. En effet, dans une situation exceptionnelle, les acteurs sociaux sont capables de comportements eux aussi exceptionnels, ce qui est moins le cas dans une situation plus habituelle. Une recherche
fondatrice de ces questionnements, est restée célèbre, celle dite de l'expérience Hawthorne, conduite par l'équipe d'Elton Mayo à la Western Electric aux États-Unis dans les années 1920. Dans cette entreprise américaine, les dirigeants font appel à une équipe de psychologues pour améliorer la productivité des ouvriers. Les psychologues font l'hypothèse que les conditions de travail influent sur la productivité des ouvriers et qu'améliorer leurs conditions de travail conduira à ce que la productivité progresse. Ils postulent également que l'intensité lumineuse a un effet direct sur la capacité des ouvriers à être productifs. Ils engagent une expérimentation où ils mesurent les effets de la variation de l'intensité lumineuse. 2 groupes sont constitués, un groupe test qui travaille dans les conditions de l'expérimentation et un groupe témoin qui continue de travailler dans les conditions habituelles d'éclairage. Les résultats vont surprendre l'équipe de psychologues. Tout d'abord, les chercheurs augmentent progressivement l'intensité lumineuse du local où travaille le groupe test. Ils constatent que la productivité de celui-ci s'accroît. L'hypothèse semble alors validée. Les psychologues diminuent ensuite progressivement l'éclairage du local du groupe test jusqu'à une situation de quasi-obscurité. La productivité des ouvriers continue d'augmenter et quand ils ne voient presque plus, elle chute brutalement. Les psychologues sont également surpris par le fait que la productivité du groupe témoin augmente dans les mêmes proportions. Quelles leçons tirer de cette expérimentation que d'autres ont confirmé depuis? La situation d'être observé, de participer à une expérimentation qui se présente comme une aventure valorisante et, plus globalement, de participer à une expérience hors du commun conduit ces acteurs à se dépasser, à donner plus d'eux-mêmes et à obtenir des résultats exceptionnels. Quand la situation redevient normale, la motivation se réduit et avec elle, la capacité de tenir un tel niveau d'engagement. Cela a été vérifié dans le secteur de la solidarité avec l'expérimentation, il y a bientôt 40 ans, du développement social de quartier, précurseur de la politique de la ville. Les résultats de l'expérimentation avec des villes volontaires, choisies par le représentant du gouvernement en charge de cette politique, Hubert Dubedou, lui-même maire de Grenoble, où des dynamiques similaires avaient beaucoup de succès, ces résultats de l'expérimentation étaient très encourageants. La généralisation fut source de déception. Quelles hypothèses peut-on tirer de ces expériences pour envisager les suites possibles, notamment en termes de pérennisation, aux initiatives renouvelées qui ont marqué la crise sanitaire et le confinement? En situation exceptionnelle, on peut identifier 3 phénomènes. Premièrement, la solidarité collective sur le mode « on se serre tous les coudes » dans une épreuve commune. Deuxièmement, le coup de collier exceptionnel pour faire face à l'épreuve énergivore et à l'augmentation de la charge de travail. Troisièmement, la participation à une aventure avec sa part d'épreuve et sa part d'exaltation. Le reconfinement permettra de se faire une idée de ce qui est tenable dans la durée. On peut d'ores et déjà repérer qu'avec la 2e vague, le confinement s'inscrit dans une récurrence, ce n'est plus un coup de collier exceptionnel. On rentre dans une certaine routine, si j'ose dire, et je repère une lassitude chez les personnes avec lesquelles j'en parle. D'ailleurs, certains, combien, prennent des libertés avec le reconfinement sur le mode « j'essaye de passer entre les gouttes », si on en croit la chronique de Guillemette Faure dans Le Monde du 10 novembre, intitulée « Les finaux du reconfinement ». Norbert Alter, dont je reprendrai plus longuement les analyses juste après, nous apprend quelque chose d'essentiel pour le sujet qui nous intéresse. Il n'y a pas d'innovation sans routine. Tout d'abord, la routine est nécessaire pour stabiliser les gestes professionnels, notamment ceux issus des moments créatifs, et garantir ainsi la qualité de l'action. Un extrait d'un autre article du journal Le Monde permet de bien ressentir ce qui est en jeu ici. L'auteur, avec facétie, nous propose de nous positionner par rapport à une question que je vous pose. Comment réagiriez-vous si un infirmier vous disait, en vous conduisant au bloc opératoire, « Soyez rassurés, ce chirurgien est très créatif ». Cet exemple, avec sa dimension d'humour,
permet d'identifier un phénomène très important pour le sujet qui nous intéresse. Il y a de nombreuses situations d'action où c'est la routine qui est requise, où celle-ci se révèle plus efficace et plus rassurante que la créativité. Et c'est important pour garantir leur engagement que les acteurs soient rassurés. Ensuite, il n'y a pas d'innovation sans routine, au sens où il n'y a pas de capacité à innover sans l'alternance avec des moments de repos, sans faire retomber la pression pour reconstituer ses forces et sa motivation. Les premiers de corvée ne peuvent être durablement des premiers de cordée, ceux qui s'affrontent les premiers au danger de l'escalade pour protéger la cordée. Je parle ici des premiers de cordée façon Frison-Roche dans ce beau roman qui s'intitule justement Premiers de cordée et qui raconte l'histoire d'un guide de Chamonix. De nombreux soignants témoignent ces semaines-ci avec la deuxième vague de la crise sanitaire. De même, le travail en distanciel a fait l'objet d'une forte implication. Il a permis de faire vivre des collectifs à distance, des équipes de travail, des groupes en formation. Dans le secteur de la recherche, que je connais bien, des personnes ont pu être interviewées ou des observations de réunions ont pu être réalisées à distance. Dans tous ces domaines, cela semble s'être passé de manière assez réussie au regard des exigences de telles activités et des attendus en termes de résultats. Mais cela a été possible parce qu'il y a eu un très fort investissement de nombreux acteurs qui n'est sans doute pas tenable dans la durée, si l'on en croit les premières réactions entendues ici ou là avec le reconfinement. D'autres témoignages que j'ai entendus sur la fin du printemps ou qui m'ont été rapportés, avec le retour des activités en présentiel, insistaient sur le fait que pour créer du commun, il faut communiquer et que la communication humaine passe par des dimensions non verbales, des rapports des corps entre eux, que le distanciel ne permet pas. Ces acteurs redécouvrent que, je cite, « travailler, c'est vivre ensemble », selon l'expression du psychologue du travail, Christophe Dejoux. Dit plus trivialement, il manque singulièrement de chaleur humaine dans le distanciel. Si l'écran peut être parfois comme un paravent derrière lequel on peut se mettre à nu, il peut être aussi un obstacle à la relation. Enfin, le télétravail signifie l'irruption du travail dans son domicile, ce que certains semblent avoir assez mal vécu, mais l'ont supporté parce que c'était exceptionnel, quand d'autres en ont été enchantés. Quels compromis et quelles hybridations entre travail au bureau et travail chez soi seront possibles quand le vécu a été aussi différent selon les personnes. Pour toutes ces raisons, il n'est donc pas certain que ce qui a été possible dans le contexte exceptionnel du premier confinement soit durable. Il n'est pas certain qu'il soit possible de tenir ensemble dans la durée des exigences pas toujours ou pas durablement compatibles, comme travailler à distance et construire un collectif de travail. J'en arrive à mon 5e point, les enjeux éthiques et politiques de l'innovation. Ce qui commence à apparaître avec ces derniers développements, c'est que les processus d'innovation ne sont pas exempts de paradoxes et d'ambivalence. Pour bien comprendre ce qui est en jeu ici, il est nécessaire de se rappeler le processus sociétal auquel participe la valorisation de l'innovation que nous connaissons depuis quelques décennies, sinon quelques siècles. Cette valorisation de l'innovation se traduit très concrètement de nos jours par des dispositifs visant à les repérer ou à les promouvoir. Je ne prendrai pour seul exemple que le groupe de travail sur les pratiques émergentes du Haut Conseil de travail social en France. Ce qui fonde la mutation de société que notre civilisation connaît à l'ère moderne et dont la mise en question actuelle montre qu'elle est toujours au cœur des débats, c'est l'idée que l'humanité n'est pas condamnée à subir des problèmes ancestraux, à reproduire sans cesse les mêmes schémas, mais qu'au contraire, elle peut, par la réflexion, par le recours à la science, par les expérimentations, par le débat démocratique, dépasser les schémas antérieurs, qu'elle peut progresser, qu'elle peut faire mieux en découvrant de nouvelles manières de faire. La société moderne,
celle qui émerge avec ce qu'on a coutume d'appeler les Lumières, oppose donc le progrès aux habitudes, à la tradition, voire à l'obscurantisme. Et on appelle même au progrès comme une exigence civilisationnelle. Dans cette ligne, la promotion de l'innovation correspond à cette conviction que nous devons transformer nos pratiques pour faire mieux. Et cela suppose de concilier deux dimensions. Tout d'abord, l'innovation doit être efficace en produisant un objet ou une pratique qui permet mieux d'atteindre ses objectifs opérationnels. C'est la dimension technique de l'innovation. Mais l'innovation doit être également mobilisatrice en recueillant l'adhésion du collectif concerné parce que ce nouvel objet ou cette nouvelle pratique lui permet à ce collectif de mieux correspondre à ses intérêts et à ses finalités et ses principes d'action. C'est la dimension politique et éthique de l'innovation en ce qu'elle permet à un collectif d'améliorer son projet, ce qui fait la raison d'être de ce collectif au regard des finalités, des valeurs et des principes moraux et enjeux éthiques que partagent ses membres. Or, ce que montrent de nombreux débats éthiques contemporains, c'est qu'il faut se méfier à la fois de la fascination que les améliorations techniques peuvent générer et de la neutralisation éthique qui accompagne la technicisation de l'action. On confond souvent l'efficacité, qui renvoie à la capacité de trouver des moyens adéquats pour atteindre ses objectifs, et la performance, qui renvoie à la valorisation en soi de la technique, à la satisfaction d'avoir exploité de manière optimale la technique au regard de ses possibilités. Sur ce point, la grande leçon du XXe siècle, c'est ce que la philosophe Hannah Arendt a appelé la banalisation du mal au moment du procès d'Eichmann à propos de l'organisation véritablement industrielle de la Shoah mise en œuvre par l'accusé. Avec ce cas de figure, nous sommes apparemment bien loin des initiatives prises lors de cette crise sanitaire, en étant face à un phénomène sans commune mesure, notamment dans sa barbarie. Mais les phénomènes extrêmes présentent ceci d'intéressant pour la réflexion éthique et pour la réflexion sur les politiques à développer, qu'ils permettent d'identifier les enjeux d'un phénomène de manière plus nette, sans les ambivalences dans lesquelles placent les situations moins radicales. L'organisation industrielle de la Shoah est, du strict point de vue de l'efficacité, une des plus grandes réussites techniques du XXe siècle. Vous mesurez aussitôt ce qu'il y a d'horrible dans ce que je viens de dire. Peut-on parler de l'organisation de la Shoah seulement d'un point de vue technique, sans paraître un monstre froid, sans qu'immédiatement l'horreur de la Shoah apparaisse au regard des principes moraux élémentaires qui fondent nos démocraties et du projet politique humaniste qui traverse notre civilisation. De manière plus générale, peut-on appréhender un phénomène quel qu'il soit du seul point de vue de la performance technique? Ce qui nous apparaît au regard de nos principes moraux ou politiques ne correspond en rien à la posture, à l'attitude d'Alfred Eichmann. Durant son procès, il n'a de cesse d'affirmer qu'il n'a fait qu'appliquer des ordres et qu'il a été concentré sur l'accomplissement de son travail. Il se présente comme un technicien attaché à réussir techniquement la mission qui lui est assignée, à résoudre le défi technique qui est le sien, convoyer vers les camps d'extermination des millions de personnes de confession juive. La question éthique, comme la question politique, sont totalement absentes de son témoignage. Ce n'est pas un membre du parti nazi qui a adhéré au projet de la Shoah qui se met en scène, c'est un technicien qui revendique d'avoir fait son travail. C'est cela qu'Hannah Arendt appelle la banalité du mal, dans le développement de la technicisation qui caractérise entre autres ce qu'elle appelle la condition de l'homme moderne, pour reprendre le titre d'un de ses livres les plus connus. Le fait que le mal soit transporté par des techniciens qui sont attachés à résoudre le défi technique qui est le leur
quand il ne développe aucune considération éthique ou politique, le fait que le mal réside en cela. Si l'on revient à nos interrogations, heureusement sans commune mesure, sur le fait de savoir si les initiatives ou les adaptations techniques dans la crise de la Covid-19 peuvent être considérées comme des innovations. On l'a compris, la question n'est pas que technique. On ne peut jamais évaluer l'efficacité d'une technique sans la rapporter à des considérations politiques et éthiques, ce qui peut se traduire par la question suivante. Est-ce que le collectif concerné par l'initiative technique considère que celle-ci lui permet de mieux agir au regard des principes qui rassemblent ses membres? La question peut sembler simple, et nous avons sans doute tous connu des personnes, peut-être d'ailleurs chacun d'entre nous à un certain moment, qui s'y engouffrent et y apportent une réponse simple. Il n'y a qu'à voir le nombre de prises de position peu fondées qui circulent sur Internet. Or, cette question renvoie à des phénomènes d'une redoutable complexité, cette complexité qui est au cœur de la problématique de l'innovation et qui fait écho au final à la question fondamentale que se posent les sciences sociales depuis 2 siècles. Qu'est-ce que cela signifie et qu'est-ce que cela implique de faire société commune? La complexité se manifeste dans plusieurs dimensions. Tout d'abord, ce qui rassemble des acteurs d'une société, petite ou grande, une société nationale comme la société des membres d'une institution, est loin d'être évident tant les désaccords sont nombreux. Ensuite, ce qui rassemble est rarement préexistant, notamment dans des phénomènes émergents, et ne peut être que la résultante d'une convergence hypothétique, d'une traduction des conceptions et des pratiques respectives des acteurs sociaux dans leur diversité. Par ailleurs, c'est au cœur même de la pratique de chaque individu que les dilemmes sont à l'œuvre et que les hybridations de logiques paradoxales doivent être tentées. Et cela est favorisé par le partage de ces dilemmes dans des délibérations intersubjectives, comme je l'ai découvert dans certaines de mes recherches. Or, ce qui est imprévu dans la manière dont la réalité, ce qui est imprévu dans la manière dont la réalité réagit à nos initiatives, pose pour les collectifs des questions inédites auxquelles, parfois, rien ne les préparait à y faire face. En résumé, je vais me servir un peu d'eau, je vous demande quelques instants, je vous prie de m'excuser. Donc, en résumé, débattre de questions relatives à nos choix collectifs, notamment en rapport à des situations exceptionnelles ou émergentes, installe les interlocuteurs au cœur de désaccords, de paradoxes, de dilemmes collectifs ou personnels, ainsi que de difficultés à se comprendre et à communiquer, et à transiger entre des options diverses et des interprétations divergentes de ces options, ce qui rend d'autant plus nécessaire des dispositifs de délibération collective garantis par un management de l'institution pour développer ce que le philosophe Jürgen Habermas a nommé un agir communicationnel. Pour illustrer avec des exemples issus de la micro-enquête menée pour construire cette conférence, rappelons-nous le constat a priori simple fait par le conseil départemental d'Ille-et-Vilaine. Les travailleurs sociaux ont passé beaucoup de temps au téléphone avec les enfants, les parents et les familles d'accueil. Souvent, des entretiens très longs où ils se disaient davantage de choses que d'habitude. Ce constat implique-t-il automatiquement de généraliser cette pratique? Et comment faire pour que cette pratique devienne commune, partagée, fasse sens et puisse faire la preuve de son efficacité, pas seulement pour ses initiateurs, mais aussi pour tous les autres intervenants potentiellement concernés, dans un contexte qui progressivement sort de l'exceptionnalité pour revenir à une normalité routinière. Prenons un autre exemple, celui de cette réflexion de la soupape. Je cite, « Cet épisode nous donne un grand espoir d'amélioration et d'amplification du travail en réseau sur notre territoire enclavé. Pas de peur de la concurrence, mais plus un travail coordonné. Un tel espoir est-il réaliste quand on lit la suite du propos de la soupape, je cite, « ce qui n'est pas toujours le cas dans nos services médico-sociaux classiques. »
Et donc, si cela est réaliste, à quelles conditions pratiques? J'en arrive au dernier point de mon intervention. Pas d'innovation sans transaction sociale. Pour répondre à ces questions, un premier auteur est particulièrement éclairant, le sociologue français Norbert Alter, avec son analyse des processus d'innovation. Je vous propose de vous le présenter sous la forme d'un schéma, et donc je vais essayer de partager mon écran d'une manière qui soit un peu plus rapide que les fois précédentes. Alors, voilà, je mets ça. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne veut pas venir? Voilà, nous y sommes. Je pense que vous avez donc le titre de la diapo, les étapes de l'innovation. 5 étapes caractérisent le processus d'innovation. Tout d'abord, une première étape, ce qu'Alter appelle l'invention, c'est-à-dire une pratique, un objet, une organisation, qui sont renouvelés pour faire face à de nouveaux défis, dans une démarche par essai-erreur, une enquête pragmatiste, au sens de Dewey, où certains acteurs ont réussi à trouver quelque chose qui marche dans leur contexte d'action, au regard de leurs propres exigences. À ce moment-là, rien n'assure que cette invention sera adaptée techniquement à un autre contexte, c'est la dimension technique de l'innovation, ou correspondra aux exigences d'autres acteurs, c'est la dimension politique et éthique de l'innovation. Aussi, dans une deuxième étape, il s'agit de multiplier des expérimentations de l'invention pour vérifier qu'elle convient à d'autres acteurs dans d'autres contextes et qu'elle a un véritable potentiel de renouvellement, plus largement que dans les conditions singulières, voire exceptionnelles, qui ont prévalu dans le moment et dans le contexte de l'invention. Cette étape suppose une appropriation de l'invention par de nouveaux acteurs, ce qui passe toujours par des modifications de l'invention, le bon ouvrier faisant l'outil à sa main. Si cette étape est concluante, la troisième étape consiste en une adaptation de l'invention aux différents espaces de l'organisation concernée. Il s'agit de normaliser l'invention pour en faire une dimension qui apparaisse normale au milieu des autres dimensions de l'organisation, en la testant et en la diffusant dans tous les espaces de l'organisation. Cette troisième étape est suivie par une quatrième étape, celle de la promotion et de la communication par la mise au travail dans des espaces communs, réunions, formations, afin d'étendre le processus d'innovation. Et celui-ci est finalisé avec la cinquième et dernière étape, dite de généralisation et d'institutionnalisation, quand cette pratique s'inscrit dans les schémas institutionnels. Un tel processus s'installe souvent sur 3 ans au minimum. Il suppose à la fois de laisser de l'autonomie aux intervenants pour expérimenter et tester, et de développer un management de l'innovation, garant de la temporalité, des moyens pour conduire la démarche et des conditions de délibération et de l'élaboration collective permettant l'émergence d'un commun. Une telle dynamique n'est en rien un processus linéaire où une découverte s'imposerait sous le sceau de l'évidence à l'ensemble des acteurs. Une invention est toujours une option prise par un acteur dans un contexte. D'une part, il y a toujours d'autres options qui présentent chacune des avantages et des inconvénients. D'autre part, l'option développée par un acteur ne prendra pas forcément sens ou se révélera inadaptée pour un autre acteur ou dans un autre contexte. Toute initiative révèle des enjeux pluriels, des paradoxes, des dilemmes, et de ce fait ouvre ou réactive des débats. Un processus d'innovation passe alors par le développement de délibérations intersubjectives pour mettre au travail ces enjeux, ces paradoxes, dilemmes, et aboutir à des choix collectifs qui prennent plus souvent la forme de compromis que la forme de véritables accords. C'est ce que le sociologue belge Jean Remy appelle une transaction sociale. Ce concept vise à rendre compte du fait que les acteurs sociaux, lorsqu'ils agissent, sont conduits à transiger entre des options différentes et à construire ainsi un monde social provisoire entre conflit et coopération. Jean Remy illustre cette théorisation
avec l'exemple des contrats de sécurité en Belgique. Ce dispositif oblige à confronter deux exigences partiellement opposées, remédier au processus d'exclusion sociale et au sentiment d'insécurité. De nombreux travaux confirment que la construction d'une action dans un espace social active ou réactive une ou des tensions entre des logiques et des options différentes, parfois difficilement compatibles. La micro-enquête conduite ici a commencé d'identifier de telles tensions. Il est probable que l'engagement d'un processus d'innovation avec les acteurs des inventions en contexte de crise sanitaire et d'autres intervenants concernés, portant sur la transposition de ces initiatives dans une situation qui se normalise, ferait apparaître de tels enjeux et de tels dilemmes, notamment dans le cadre des étapes 2, expérimentation, et 3, adaptation. Le management de tels processus d'innovation visera alors moins à définir de nouvelles normes, procédures, prescriptions, qu'à permettre d'identifier des débats professionnels et à élaborer avec les collectifs concernés des règles pour construire en situation des compromis entre des options diverses. J'en arrive au terme de mon intervention. Tout d'abord, en résumé, j'ai tenté de montrer dans cette conférence dans les limites d'informations fragmentaires et à consolider, que de nombreuses initiatives convergentes se sont manifestées par un passage rapide au distanciel, permettant que les organisations poursuivent leurs actions d'une manière adaptée au contexte de la crise sanitaire. Ces adaptations ont été conduites de manière pragmatique et collective, en embarquant de nombreux acteurs, au sein des organisations de travail comme en réseau. Cela m'a conduit à poser la question suivante. Le fait que beaucoup aient contribué à ces initiatives et que des possibles inattendus aient été repérés, peut-il conduire à envisager de pérenniser ces pratiques renouvelées? En m'appuyant sur la littérature produite sur ces phénomènes, j'ai mis en garde contre le risque d'une extrapolation trop rapide, conduisant à imaginer l'avenir à partir de ce qui s'est passé pendant l'épisode du confinement. J'ai développé l'argument que, dans une situation exceptionnelle, les acteurs sociaux sont capables de comportements exceptionnels, ce qui est moins le cas dans une situation plus habituelle. J'ai rappelé que la routine est nécessaire pour créer les conditions de l'innovation et que les initiatives prises pendant le confinement négligeaient peut-être certaines des routines qui se développent habituellement. Cela m'a permis d'avancer que les processus d'innovation ne sont pas exempts de paradoxes et d'ambivalence. C'est la raison pour laquelle ils peuvent d'autant mieux se développer s'ils permettent de mettre au travail les dilemmes de l'action, les épreuves de professionnalité, comme le dit Bertrand Ravon, interroger l'efficacité des différentes options et embarquer les acteurs concernés dans un processus de délibération intersubjective. Enfin, les apports de Norbert Alter m'ont permis d'identifier les étapes de l'innovation qui ne s'arrêtent pas à la phase de l'émergence de pratiques renouvelées, mais supposent des processus d'appropriation, d'adaptation, de communication et d'institutionnalisation de pratiques émergentes. Ces processus construisent des espaces de débat et de transaction sociale où, selon Jeremy, les acteurs transigent entre des options différentes et construisent ainsi un monde social provisoire entre conflits et coopération. Le management de l'innovation vise alors à permettre d'identifier des débats professionnels et à élaborer avec les collectifs concernés des règles pour construire en situation des compromis entre des options diverses. Pour conclure, j'ai développé l'analyse dans mes travaux, et cela est confirmé par d'autres, que l'émergence de pratiques renouvelées, porteurs de logiques d'action toutes ou en partie inédites, ne fait pas disparaître les logiques d'action préexistantes. Au contraire, loin de simplifier le paysage, une pratique renouvelée le complexifie et installe parfois les acteurs sociaux dans des paradoxes. Nos sociétés sont devenues des sociétés d'hybridation. Nous vivons dans un monde métissé où la métisse, au sens grec, le bricolage inventif en situation d'action, est requise. Cela déstabilise les repères, rend les actions moins lisibles, insécurise certains. Dans les dernières décennies, dans le contexte d'un néo-taylorisme qui s'est développé dans l'action publique au niveau international et qui se caractérise par une dépossession de la conception de leur travail
par les acteurs de terrain. La tendance des organisateurs de la nouvelle gestion publique, comme on l'a appelé, a été de stabiliser les références, notamment par des référentiels, et d'imposer des schémas d'action descendants par une procédurisation croissante. S'il y a une leçon à tirer des travaux dans les sciences du travail et des organisations depuis quelques décennies, c'est qu'imposer aux acteurs des protocoles conduit ceux-ci à développer leur autonomie dans des espaces clandestins, notamment parce que cela leur permet de se situer par rapport à des enjeux qu'ils perçoivent et que ces protocoles ne prennent pas en compte. L'enjeu de l'innovation invite, au contraire, à embarquer les acteurs dans des dispositifs collectifs où ils peuvent délibérer et construire des transactions provisoires. Ces transactions sont de toute façon inévitables. Développer une action, c'est toujours se situer dans des configurations d'actions localisées et singulières, et cela consiste à hybrider des logiques et des injonctions diverses, toutes inévitables, et qui construisent les paradoxes de l'action. Il y a alors un enjeu fondamental pour le management de l'action publique ou parapublique, à proposer des dispositifs visant à travailler avec les intervenants sur les agencements à construire pour prendre en compte cette complexité. Sinon, la promotion de nouvelles pratiques installe les acteurs de terrain dans des difficultés croissantes. Aussi, la volonté d'innover non seulement n'aboutit que très partiellement, mais laisse les intervenants seuls face à leur impuissance à tenir ensemble des exigences plurielles et paradoxales. Cela peut les conduire, comme cela a été mis en évidence dans une recherche collaborative que j'ai animée, à douter de leurs compétences, à se remettre en cause et à considérer, je cite les travailleurs sociaux concernés, qu'ils étaient de mauvais professionnels. Dans de telles situations, les processus d'innovation sont entravés. Face à cet enjeu des injonctions plurielles et parfois paradoxales au cœur des systèmes d'action, il s'agit d'avancer ensemble. Et pour cela, il faut construire du commun et donc communiquer, s'écouter, échanger, transiger. Mais cela demande du temps, ce temps dont nous manquons tous. Il n'y a donc jamais de solution miracle, seulement des pistes un peu plus prometteuses que d'autres, et souvent un peu plus exigeantes aussi, mettant à l'épreuve nos capacités individuelles et collectives à communiquer et à collaborer dans des systèmes complexes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Alors, il y a eu de nombreuses questions sur le chat, je crois. Moi, j'en aurais une pour démarrer quand même. C'est vraiment un grand merci de faire dans cet espace-là une espèce de grande traversée et une prise de hauteur importante sur la question de l'expérimentation et de l'innovation. Avec le titre de la saison des expérimentations et innovations solidaires n'est absolument pas neutre. Une question qui me vient après avoir entendu Philippe, c'est est-ce qu'on peut avoir une caractéristique particulière, une couleur particulière de ce que tu as pu présenter au cours de cette conférence, appliqué au domaine des solidarités? En un mot, est-ce que invention, expérimentation, adaptation, normalisation, promotion et généralisation, ça c'est le schéma général, mais est-ce qu'il y a une caractéristique propre à ce que doit être ou pourrait être ou devrait être l'expérimentation et l'innovation dans le domaine des solidarités? Ce qui me vient spontanément comme idée, et cela renvoie à une évolution qui est assez forte dans notre domaine depuis quelques années, c'est qu'une des questions, des enjeux qui travaillent le domaine des solidarités, c'est qu'on ne peut pas, en tout cas je crois qu'on en prend à peu près bien conscience aujourd'hui, on ne peut pas conduire les solidarités sans associer les bénéficiaires des solidarités. C'est vraiment une des caractéristiques de notre domaine. Les bénéficiaires, les personnes concernées, accompagnées, comme on dit aujourd'hui, sont des acteurs des solidarités. C'est-à-dire que dans le domaine des solidarités, on ne produit pas un produit qui va être consommé ensuite par des gens qui vont le jeter, qui vont en être satisfaits ou pas. On travaille avec de l'humain, mais c'est vrai aussi dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la médecine, dans le domaine, dans un certain nombre de domaines, de l'éducation populaire, etc. On travaille avec des personnes
Et si on prend au sérieux cet enjeu à la fois d'efficacité, c'est-à-dire de mise en place de dispositifs qui permettent vraiment de rendre service aux gens, et dans une dynamique où on prend en compte ce que vivent les gens et les enjeux éthiques de ce travail-là, eh bien peut-être que la particularité des dispositifs et des dynamiques d'innovation dans notre secteur, c'est qu'elles nous amènent, elles appellent de notre part à inventer des formes d'innovation, donc d'association des personnes concernées, peut-être plus fortes que dans d'autres domaines où, dans des entreprises industrielles ou commerciales, on s'adresserait seulement à des clients qui sont associés par des enquêtes de satisfaction, par des enquêtes visant à vérifier si tel ou tel produit correspond de manière optimale aux attentes des publics. On n'est pas dans cette logique-là dans le domaine de solidarité. On est quand même dans une dynamique où ce qui importe, c'est de permettre aux personnes de pouvoir développer leur vie comme elles l'entendent. Merci. Marion. Oui, alors il y a des questions qui nous sont arrivées, Philippe. Et on ne vous entend pas si bien que ça, Marion. J'espère que vous m'entendez mieux. C'est mieux, oui, c'est beaucoup mieux. Je me suis rapprochée un peu, vous devez me voir mieux aussi du coup. Absolument. Il y a effectivement quelques questions qui sont arrivées. Philippe, je vais peut-être t'en poser deux premières. Une qui est plutôt autour des conditions favorables à l'innovation au sein d'organisations de travail. Dans ces temps où les contraintes sont fortes et multiples et où les acteurs s'épuisent. Quelles sont donc les conditions pour faciliter cette innovation dans nos organisations? Ça, c'est la première question. Une deuxième, tu nous as parlé de la place des personnes plutôt au sein d'institutions et des usagers dont il faut qu'il faut prendre en compte. On a une question plutôt autour de la place du citoyen qui, lui aussi, pendant cette période, a innové. Et la question est de savoir si dans le domaine de l'innovation sociale, cette place du citoyen innovant a été ou est prise en compte. Alors, premier élément de réponse sur les conditions facilitatrices au développement de l'innovation. Dans un contexte qui a été présenté comme étant particulièrement complexe, éprouvant, il est, mais d'une manière générale, dans les dernières années, les 2 décennies qui se sont écoulées, nous avons tous connu une complexification extrêmement forte de nos conditions de travail, une augmentation importante des sollicitations. On a tous de plus en plus de choses à faire. Le développement de l'Internet, d'ailleurs, rajoutant des choses, on passe un temps considérable à traiter nos mails, par exemple. C'est à la fois facilitateur, mais en même temps, c'est empêchant. Voilà. Et donc, on est en situation normale, entre guillemets, ou en situation de crise sanitaire. Une des conditions importantes de l'innovation, c'est-à-dire disposer de suffisamment de temps pour pouvoir dialoguer, échanger, écouter, prendre en compte, trouver des solutions. Cette dimension du temps est aujourd'hui quand même peu atteinte, peu présente dans nos conditions de travail. Et c'est la dimension essentielle. Quand on a du temps, on est plus tranquille, on a le temps de se parler, on a le temps de prendre du temps, voilà, c'est le cas de le dire, pour s'écouter, etc. Quand on n'a pas ce temps-là, eh bien, on court les uns les autres, on se parle trop vite, on ne s'écoute plus. Voilà. Donc, il y a une vraie problématique qui est un des problèmes, pour moi, centraux de la manière dont notre société évolue aujourd'hui dans son organisation. Et si on n'arrive pas à se dégager du temps, si on est tous soumis aux mêmes contraintes, c'est sans doute qu'il n'y a pas de solution. Enfin, s'il y en avait une, on le saurait. Voilà. Donc les conditions facilitatrices, ma réponse à cette question-là, c'est peut-être tout d'abord d'identifier qu'on n'est pas dans un contexte de conditions facilitatrices. Donc, il faut arriver malgré tout, à essayer d'avancer ensemble, de construire du commun. Et peut-être que, les conditions facilitatrices, c'est que se met en place un véritable management de l'innovation dans les organisations, mais qui finalement est un management du fonctionnement d'une organisation telle
qui devrait se développer lorsque les choses peuvent se passer de manière satisfaisante, à savoir un management qui organise des espaces pour permettre des délibérations et pour permettre en fait de poser des règles qui permettent aux acteurs après en situation de prendre des décisions en situation, mais en étant cadrés par des règles et en pouvant mettre au travail ces décisions qui ont été prises en situation dans des collectifs de pairs où on peut effectivement évaluer ce qui marche, ce qui ne marchait pas et avancer ainsi par essai-erreur. Mais pour que cela soit possible, il faut que l'ensemble des acteurs acceptent d'entrer dans le jeu. Et peut-être que, comment dire, avant que les choses se passent, que chacun parte du principe que l'autre essaye autant que possible de faire les choses pour le mieux. Ce n'est pas forcément ce que j'observe. Ce que j'observe souvent dans les organisations, c'est qu'il y a des procès d'intention automatiques, du management vers les exécutants, comme on les appelle, des intervenants de terrain vis-à-vis du management. Et tant qu'on est dans ce jeu-là, on n'avance pas. Donc, ça renvoie peut-être à chacun et au collectif de travail à une réflexion sur comment moi, à ma place, je crée les conditions pour mettre mon interlocuteur dans une position d'interlocuteur. Et si on est chacun dans cette position altruiste, de se dire, je donne une chance à l'autre, je permets à l'autre de pouvoir me donner à voir et à comprendre ce qu'il voit depuis son point de vue, et en sens inverse, réciproque, je fais de même. Et je pense qu'on pourra enclencher des dynamiques vertueuses qui existent parfois, mais qui ne sont pas sans doute la règle majoritaire. Alors, deuxième question sur la place du citoyen. Est-ce que cette place est prise en compte? Alors, je n'ai pas mené d'études pour répondre à cette question-là, donc je ne sais pas si cette place est prise en compte, mais à quelles conditions pourrait-elle l'être? Eh bien, à la condition que les réseaux d'acteurs, et notamment les réseaux associatifs, parce que les citoyens n'existent pas dans un vide social, ils existent dans une société organisée, ils sont reliés en réseau, ils participent à des associations, ils prennent des initiatives sur les territoires, mais à condition que les réseaux intègrent dans leurs exigences et dans leurs projets la prise en compte des citoyens. Et ça ne se décrète pas. Il ne suffit pas que le président de la République ou je ne sais quel acteur au niveau national demande à l'ensemble des acteurs de laisser une place aux citoyens. Ça se construit pas à pas, ça se construit de manière localisée sur le territoire, ça dépend des dynamiques de territoire, et à ce titre-là, les territoires sont inégaux. Il y a des territoires dans lesquels il y a des dynamiques collectives, intégratrices, beaucoup plus fortes que dans d'autres. On est dans des fonctionnements plus clivés. Et ça, ça ne se résout pas en le décrétant, en claquant des doigts. C'est des processus longs qui supposent un engagement, une stratégie, une volonté. Et parfois, la volonté ne suffit pas quand on se heurte à des blocages qui sont persistants. Voilà, il y a des situations dans lesquelles c'est plus facile que d'autres, des territoires dans lesquels c'est plus possible que d'autres. Merci Philippe. Peut-être une question qui sera sans doute la dernière, si on veut vouloir rendre l'antenne en temps et en heure. Dans cette crise, on parle des premiers de cordée. Or, on nous fait remarquer sur le chat que ce sont souvent des premières de cordée. Les infirmières, les aides-soignantes, les femmes de ménage, les vendeuses, etc. etc. Est-ce que tu as un avis sur la place et le rôle des femmes spécifiquement dans cette crise, et sur le fait que ce soit souvent elles qui aient été les premières de cordée ou de corvée, ou peut-être les deux? Oui, c'est une question qu'il faudrait pouvoir développer de manière assez longue, mais alors, de manière relativement rapide. Plusieurs des métiers que tu as évoqués, Marion, et notamment dans le domaine de l'intervention sociale, sont des métiers du care. Et alors là, je renvoie aux travaux très nombreux qui sont produits depuis quelques années sur la question du genre, sur la question du care. On sait bien que, pour des raisons que je n'ai pas le temps d'expliciter, les métiers du care se situent plutôt d'une éthique du féminin, telles que les choses sont distribuées socialement dans notre société, et donc attirent plutôt des femmes. Donc, il n'est pas étonnant que, ces métiers
donnent à voir plutôt des femmes. Et ça, c'est une véritable nouveauté, parce que ce qui caractérise le care, le prendre soin, c'est justement la discrétion. On ne peut pas prendre soin de quelqu'un si on va crier sur les toits ce qu'on fait, si on donne à voir, si on filme ce qu'on fait et qu'on le projette à tout le monde. Donc le care, c'est créer des espaces particuliers où on va construire une relation sécure, une relation de bienveillance, où la personne va être totalement sécurisée et tranquille dans sa relation avec quelqu'un, où la capacité à converser, la capacité à porter de regard, etc., va permettre à la personne de retrouver un peu de confiance, de tranquillité, et de penser qu'elle peut compter sur la personne qui est en face d'elle. Or, ces espaces, habituellement, ne sont pas visibles, et parce que c'est leur nature d'être, de ne pas être visible, notamment dans le domaine de l'intervention sociale. Et puis, il y a d'autres espaces que tu as cités, Marion, comme par exemple le travail de caissière dans les supermarchés, hein, qui a été fondamental pour qu'on continue seulement de faire nos courses pendant le confinement. Et ça, c'est autre chose qui se joue. Ce sont des métiers qui ne sont pas des métiers valorisés dans l'espace social. D'ailleurs, il suffit de voir le niveau de rémunération des gens, hein. C'est de cela dont je parlais au début de mon intervention, en repérant que pour l'instant, la valorisation était symbolique. Et c'est important d'ailleurs, une valorisation symbolique. Parler, mettre en valeur, ça change quelque chose d'une identité sociale. Mais on sait bien que ça ne suffit pas. Si derrière, ça ne suit pas en termes de revenus, en termes de capacité à pouvoir aussi déterminer son poste de travail et pas seulement subir des organisations descendantes, etc., ça ne suffit pas. Or, ce qui caractérise aussi l'organisation sociale verticale de nos organisations de travail, c'est que, comment dire, ce type de poste-là n'est pas un type de poste qui est le plus mis en évidence dans la société. Qui est-ce qu'on voit à la télévision? On voit nos dirigeants, on voit les sportifs, on voit les people, on voit rarement, alors il y a quelques émissions de télé-réalité, mais enfin bon, c'est quand même pas la majorité. Donc ce qui est en cause ici, c'est plus globalement un ordre social. C'est finalement, au bout du compte, un ordre moral également. Et c'était très intéressant que la crise sanitaire permette d'un seul coup que des gens puissent se rassembler le soir pour applaudir les soignants, même si les soignants aujourd'hui nous disent qu'ils préféreraient que les gens fassent un peu plus attention aux gestes barrières et applaudissent moins. Mais en tout cas, voilà, ça a été quand même un moment qui a été tout à fait important. Est-ce que, à la suite de cela, on peut aller de manière un peu plus forte vers une réorganisation des priorités, finalement, politiques, morales de notre société? L'avenir nous le dira. Moi, ce que je sais quand je regarde les évolutions passées, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a un événement marquant que immédiatement derrière, les choses changent. Voilà. Ça me demande plus de temps. Ça demande un travail de la société sur elle-même. Ça demande un engagement des acteurs sociaux. Il y a de plus en plus d'associations, de réseaux qui se mobilisent sur toute une série de questions. La société produit un travail sur elle-même, revendique, conteste un certain nombre d'éléments. On peut espérer que d'ici 10-20 ans, des évolutions se produiront, mais voilà, attendons et nous verrons. Mais en tout cas, le sociologue que je suis ne peut pas se faire devin. Il est impossible de savoir ce qu'il en sera derrière, mais en tout cas, on peut au moins identifier des questions qui sont posées par ce que la crise sanitaire nous permet d'observer. Je ne t'entends plus, Marion. Alors, Marion, on n'entend absolument plus vos propos, que j'imagine de conclusion. Tout à fait, et qui étaient d'ailleurs des propos de conclusion sans micro. Veuillez m'en excuser, j'ai donc rallumé mon micro. Je remerciais à nouveau Philippe d'avoir accepté le jeu qu'on lui a proposé. Et puis, finalement, peut-être, s'il faut tirer quelque chose de la crise, ou en tout cas, moi, de ce que j'en retiendrai, c'est qu'il nous faut attendre maintenant pour savoir si les innovations produites ont réellement été des innovations.
si les solutions trouvées sont seulement temporaires ou s'inscriront peut-être de manière plus pérenne dans le temps. On se retrouvera d'ici quelques années sans doute pour pouvoir en échanger avec le recul nécessaire à tout sociologue, du coup, pour pouvoir tirer des enseignements de ces réalités. Merci en tout cas, Philippe. Marc, je vous laisse peut-être le mot de la fin. Oh non, le mot de la fin, c'est juste merci à tous et prenez soin de vous.